pour cette rubrique, nous filons au cinéma. Je vais filer toute seule au cinéma ce matin parce que je voulais vous inviter à aller vite voir un très très beau film qui s'appelle Éternité. C'est un film qui est tiré d'un livre, d'un roman d'une grande romancière elle-même, Alice Ferney. Ce roman s'appelle L'élégance des veuves. Et cette femme explore la condition féminine à la fin du siècle dernier, au début du siècle, et cela, mais sans aucune volonté de propagande. Elle raconte, elle dit, elle démontre l'amour qu'il peut y avoir dans une famille et dans ses descendants. Ça nous donne donc des images absolument ravissantes. Et vous verrez dans les 10 premières minutes du film des baisers à n'en plus finir entre les mères et les enfants, entre les conjoints bien sûr. C'est une explosion de tendresse. Audrey Tautou est cette jeune bourgeoise de la fin du 19e, donc qui sera à l'origine d'une famille de 250 descendants. Alors évidemment, notre vilain temps médiatique en prend un sacré coup. On n'avorte pas, sinon on n'a pas 250 descendants, évidemment. On ne divorce pas. La pudeur est de règle. Il y a une immense pudeur. L'amour s'apprend. Et oui, certains mariages étaient arrangés, mais les jeunes gens annonçaient à leurs conjoints qu'ils allaient les aimer. Il y a des scènes absolument étonnantes, je vous le dis. Il faut dire que le réalisateur est ce cinéaste franco-vietnamien qui s'appelle Tran Han Hung, qui était déjà l'auteur de L'odeur de la papaye verte, qui était déjà une petite merveille en 1993. Les acteurs et les actrices de ce film ont un charme fou. Il y a parmi les femmes Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Bejo, et c'est vraiment, elles sont elles-mêmes, elles sont pleines de finesse, et il faut bien le dire, il n'y a pas que les veuves qui soient élégantes dans ce film, tout y est élégant. Les images, le dialogue, les ellipses, tout est beaucoup de choses sont dans le non-dit. Encore une fois, c'est un film à voir et nous allons vous donner la bande-annonce juste après que je vous ai rappelé les 2 autres films à voir en ce moment. Décidément, nous sommes vernis pour ce qui est des séances de cinéma. Je vous rappelle Franz, ce film qui se passe en Allemagne juste après la Première Guerre mondiale. Une jeune fille fleurit la tombe de son fiancé mort au champ d'honneur et elle s'aperçoit qu'un inconnu fleurit aussi sa tombe. C'est un jeune Français qui apparemment a connu son fiancé. C'est un film en noir et blanc, le plus souvent, aux éclairages magnifiques. Et c'est un film qui dit évidemment la douleur des familles, la difficile renaissance après les deuils, la haine qui s'installe évidemment de part et d'autre de la frontière. Et pourtant, le héros apprendra à la petite fiancée comment retrouver le goût de vivre et de pardonner. C'est encore une fois un très joli film à voir en famille avec ses adolescents. Et puis le deuxième film, c'est Le fils de Jean. Ce fils ne connaît pas son père et il va recevoir 2 jours avant son enterrement la nouvelle de sa mort. Donc il s'envole pour le Québec et il découvre cette nouvelle famille. C'est une très jolie réflexion sur la paternité, l'amour conjugal et celui qui ne l'est pas. Il y a un dialogue extrêmement elliptique, tout est dans le non-dit là aussi. C'est la reprise d'un film d'Ernest Lubitsch, dont je ne vous donne pas le titre parce qu'il donne la clé du film. Donc, je veux que vous gardiez le suspense. Les acteurs sont remarquables et il y a un très beau lac canadien au bord duquel on aimerait séjourner. Voilà, donc ça fait 3 films et je vous laisse avec la bande-annonce
du très beau film Éternité. Et en fait, l'éternité, c'est tout simplement former une famille et que cette famille, à son tour, en forme une autre. Et c'est cela qui fait que notre monde continue. 1, 2, 3. Valentine! Maman, cela vous ferait-il plaisir d'être grand-mère? Je ne veux pas encore dire je vous aime. Vous non plus d'ailleurs, n'en êtes pas vraiment à l'amour. Nous apprendrons. L'amour n'est jamais donné. Je crois que je serai détruite par le premier que j'aime qui mourra. TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de lecture, nous avons invité Bernard Gantois. Bonjour. Bonjour, Bernard Gantois. C'est votre premier livre. On a l'impression que vous n'étiez pas programmé pour écrire un livre. Ah, pas vraiment, non. Vous êtes polytechnicien, vous avez construit toute votre vie et vous, au moment de la retraite, vous prenez des décisions importantes. Et pouvez-vous nous exposer comment vous en êtes venu à vouloir écrire un livre ? Eh bien, j'ai passé donc une vie d'ingénieur à construire essentiellement des ouvrages ferroviaires, des métros et autres ouvrages de ce genre. Et à un moment, aux environs de 45 ans, je suis tombé sur l'interface entre l'économie, la technique et le politique, et j'y ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup surpris et beaucoup choqué. Et donc, à partir de ces épreuves, j'ai commencé à réfléchir à leur origine. Et puis, de fil en aiguille, je suis remonté à cette origine républicaine. J'ai donc commencé à décortiquer, par beaucoup de lectures, les origines et les fondements philosophiques de la République. J'ai même été jusqu'à relire 2 fois le contrat social. Et à un moment donné, j'ai pensé que finalement l'origine de toutes ces catastrophes que nous connaissons, d'ailleurs encore aujourd'hui, était dans l'abandon de toute spiritualité dans la société et chez les individus. Et donc, accessoirement, j'ai passé ma première communion à 60 ans. Et donc, je me suis dit comment passer ce message. Alors, un technocrate n'a aucune possibilité de passer un message avec les techniques qu'il connaît, puisque, évidemment, ce ne sont pas celles qui permettent de dire ce genre de choses. Et en conséquence, je me suis dit, il faut écrire un bouquin. Alors, évidemment, prendre la décision d'écrire un premier bouquin est une décision un peu compliquée. Il y a eu dans mon esprit plusieurs formes à ce livre, et finalement, pour ne pas trop ennuyer les lecteurs avec des considérations philosophiques, j'ai décidé de faire un roman.
dans lequel chacun des personnages présenterait d'une certaine façon les problèmes que pose l'abandon ou la déformation de la spiritualité. La saga des Louis. La saga des Louis. Alors vous prenez un artisan d'art. Absolument. Vous le prenez sous Clovis. Il habite l'Est de la France. Oui. Et cet artisan, il vient des migrations qui viennent de l'Est, et il se convertit. Et il va travailler toute sa vie, comme on dit en latin, ad majorem gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons choisi comme illustration ces belles stalles d'une église, puisque ça sera d'ailleurs sa dernière œuvre. Quand il va prendre sa retraite, il va donner la succession de son affaire à ses enfants, et il va leur dire « Je me consacre à une très belle œuvre pour l'Église ». Absolument. D'ailleurs, c'est la trame de la partie catholique de la famille, en quelque sorte. C'est la permanence d'une certaine idée spirituelle au-dessus de l'idée matérielle, bien sûr. Tous ont travaillé sous des formes diverses pendant les plus de 1000 ans pendant lesquels se déroule l'histoire. Tous ont travaillé pour vivre, tout simplement, mais toujours avec une idée que ça n'était pas que pour vivre, alors que d'autres membres de la famille, plus influencés par le protestantisme, le calvinisme, voire les idées révolutionnaires... Voire le marxisme. Absolument. En fonction de leur évolution personnelle, évoluaient vers un matérialisme de plus en plus dénué de toute idée supérieure. Et alors, c'est très étonnant, parce qu'en fait, c'est comme, chers amis de TV Liberté, c'est comme un précis d'économie appliqué. Vous montrez comment même la production diminue en esthétique, évidemment, puisque on va industrialiser toute cette production qui va devenir ignoble. Et qui va devenir une machine à argent. Et qui va devenir une machine à argent, donc une machine cotée en bourse, donc voilà, et donc une machine à écraser tout le monde, comme nous tout connaissons à fait. bien. Et je pense que la situation d'aujourd'hui n'est pas sans être la conséquence de toute cette évolution et de toute cette histoire de l'assassinat de la spiritualité. Oui. Alors, ce qui est étonnant dans votre roman, La saga des Louis, publié chez Via Romana, nous ne l'avons pas encore dit, c'est que donc vous faites comme Henri Béraud dans ce livre que vous ne connaissiez pas. C'est donc vous avez eu cette même idée, ce qui est inouï, le bois du Templier pendu. Vous analysez chaque génération les unes après les autres, et donc c'est un récit historique sur toutes les tourmentes qu'a connu la France depuis Clovis. Oui, alors l'histoire sert de cadre au roman. Oui. Donc ça n'est pas un travail d'historien, parce que j'en ai encore moins les qualités que de romancier, mais j'ai quand même tenu à ce que le cadre soit réaliste en ce qui concerne un certain nombre de faits bien précis. Alors, évidemment, dans les relations tumultueuses entre Robespierre et Hébert, par exemple, les détails de leurs relations historiques sont exacts, mais le personnage qui est au cœur, le personnage du roman qui est au cœur de ces relations, lui est un personnage du roman. Et la manière dont 10 membres de la famille sont conduits à la guillotine un jour de 1793, ça c'est du roman. Bien sûr. Mais enfin, c'est aussi la réalité. C'est aussi proche d'une certaine réalité. Alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que vous distinguez, vous discernez des mouvements très, très anti-spirituels, et vous les mettez en valeur, et vous expliquez comment ils fonctionnent. Oui, alors si vous voulez, la destruction de la spiritualité a commencé sous les Lumières, hein, c'est la philosophie des Lumières, même si effectivement les Lumières ont été préparées par un certain nombre de philosophes, mais moins connus, antérieurs. Et puis, sur le plan strictement politique,
c'est Philippe le Bel qui, le premier, a commencé à s'échapper d'une tutelle morale divine, donnée par la divinité et par Dieu. Donc, éloignement progressif qui a été une des sources de la Révolution. Alors, ceci dit, il y a dans le livre trois épisodes très importants qui ne sont pas des conférences internationales qui ont eu lieu, mais dans lesquelles il se dit des choses qui auraient pu se dire dans des conférences si elles avaient eu lieu. Notamment en 1824, c'est une première conférence que, évidemment, coquinement, j'ai située à Maastricht, qui est le début de la prise en main du politique par l'économie. Et évidemment, ce n'est pas un hasard si c'est 30 ans ou 40 ans après la Révolution française. Et puis, une autre conférence en 1933, dans laquelle un banquier de Wall Street explique qu'il faut financer à la fois Staline et à la fois Hitler de façon à arriver à augmenter, après ce qu'il en résultera, la puissance de la banque. Et une autre conférence en 1963, donc 30 ans après, qui reprend un peu les thèmes de 1933 en rajoutant une notion supplémentaire qui est la nécessité absolue pour l'intérêt des banques regroupées à Wall Street et des États-Unis de limiter la population mondiale par tous les moyens possibles. Alors ça, ce sont des idées qui ne sont pas inventées. Elles sont déduites de ce que vous avez lu. Alors les idées ne sont absolument pas inventées, et les discours qui sont tenus, notamment dans les conférences de 1933 et de 1963, ne sont pas du tout différents de ce qui pourrait se dire à Davos ou à Bilderberg, par exemple. Voilà. Pour autant qu'on le sache. Voilà, alors c'est quand même, c'est donc vous faites une œuvre extrêmement intelligente parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, parce qu'elles ne sont jamais divulguées, ces conférennes, elles sont extrêmement discrètes. Ces conférences sont secrètes même. Elles sont secrètes. Donc vous divulguez des informations et vous montrez qu'il ne faut pas rêver, il y a des ennemis qui travaillent à la désacralisation de nos peuples, tranquillement. Et, par exemple, bien après avoir terminé le livre, j'ai eu écho d'une conférence qui parlait de l'écologie, qui est donc une grande manipulation bancaire, c'est bien connu, et qui évoquait le fait que dans le compte-rendu de la conférence de Rio, la célèbre conférence de Rio, il y a des attaques qui explicitent clairement, directement et sans embâche que l'ennemi de l'opération, c'est l'Église catholique. Et donc, c'est une des rares fois où, dans ce document, il est directement, indiscutablement et formellement cité que l'ennemi, c'est le Vatican. Ouais. C'est pour ça, alors peut-être que le pape a réagi en faisant une encyclique sur l'école. Rio, c'était il y a longtemps. Hein, le nouveau pape, c'est un sujet qui nous emmènerait loin, le pape François. Enfin, c'est bizarre qu'il rebondit sur ce terrain. En tout cas, loin du roman. Oui, absolument, mais loin du roman. Alors, en dehors de ces révélations que vous faites, qui sont extrêmement importantes, vous montrez combien les Français ont eux aussi émigré pour échapper à divers catastrophes, à divers poursuites. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, absolument pas. Et donc la famille, pendant cette très longue période, a éclaté dans les différents pays d'Europe. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Angleterre, bien sûr aux États-Unis, et chacune en Russie, et chacune des branches a évolué sur le plan spirituel en fonction de la dominante de l'endroit où il se trouvait. Et il est arrivé à plusieurs branches de la famille de devoir, pour préserver leur spiritualité catholique, de devoir s'exiler plus ou moins loin, en fonction des événements, notamment sous la Terreur. Et quand Lénine est arrivé en Russie, il y en a qui sont allés s'exiler en Patagonie,
en bateau, à l'issue d'un voyage maritime qui aurait dû s'arrêter à Cadix, mais qui ne s'est pas arrêté à Cadix parce qu'ils sont arrivés à Cadix le jour du déclenchement de la guerre 14 et les gens qui devaient les aider pour rester en Espagne avaient été rappelés pour faire la guerre. Ouais. Donc ils ont dû continuer sur leur bateau qui, Dieu merci, était assez solide. Alors, c'est en fait une histoire du monde que vous nous proposez, en raccourci, de façon très... enfin, comme l'on dit, c'est une vulgarisation de l'histoire du monde. Non, je dirais plutôt que c'est plutôt l'histoire de l'Occident. De l'Occident, oui, vous Parce avez raison. Que notre monde. Je n'ai pas... notre monde. Je n'ai pas... envisager d'envoyer des membres de la famille en Chine ou aux Indes, ou en Afrique. Non, en fait, c'est une histoire de l'Occident et du dépérissement de la spiritualité, du processus de dépérissement de la spiritualité dans l'Occident, au détriment de l'esprit et au profit de l'argent. Alors, j'ai envie de terminer en disant que ce livre est quand même fantastiquement optimiste, parce que la branche de la famille qui tient, qui demeure, qui se maintient, c'est la branche catholique. C'est ça qui est étonnant. Les dernières pages sont un très joli coup de fouet pour nous. C'est d'ailleurs, il ne fallait pas... un signe d'espérance. L'espérance étant une vertu cardinale, je ne pouvais pas quand même écrire un roman qui se terminerait par deux points, ouvrez les guillemets, tout est foutu. Fermez les guillemets. Donc il fallait bien que quelque part réapparaisse cette notion du travail destinée à mettre en valeur la création, par ailleurs nécessaire pour vivre. Absolument, mais c'est pas un livre. Sous la tutelle d'une spiritualité retrouvée. Bon, évidemment, c'est pas un livre angélique, vous n'êtes pas un idéaliste forcené. Ah non, angélique, ça on ne peut pas dire. Vous êtes un homme de terrain, vous êtes... Et de ce terrain, c'est extraordinaire parce que vous faites lever l'espérance. Oui, enfin, à la fin, c'est une petite bougie, qui se rallume au milieu du Mais l'espérance est toujours une petite fille. Donc, il fallait quand même finir avec une image d'optimisme, même si, j'ai fini d'écrire le livre il y a quelque temps, les événements qu'on constate aujourd'hui, et il y a d'autres émissions de TV Liberté qui en parlent d'une manière encore plus crue que ce que je peux dire dans le livre, même si les événements laissent quand même... il faut beaucoup d'espérance, dirons-nous. Il faut beaucoup d'espérance. Alors, chers amis de TV Liberté, si la première édition de ce livre, donc La saga des Louis, chez Via Romana, par Bernard Gantois, se vend un petit peu, se vend suffisamment, Bernard reprend sa tâche, reprend sa plume et nous offre un second livre. Donc je trouve que c'est un challenge à relever. Ça sera très différent et si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu. Très bien. Donc, lisez la saga des Louis, faites lire à vos adolescents, parce que c'est un livre qui se lit très, très agréablement, très facilement. Et vous comprendrez bien des choses. Et elles sont, j'ai envie de dire, imparables. J'aime bien parce que vous êtes un être extrêmement logique et vous apportez des preuves par neuf à chaque page. Et on a bien besoin de certitude. Oui, mais si vous voulez, on ne transmet pas un message sans un minimum de démonstration. C'est le mathématicien qui parle en vous. Merci beaucoup, Bernard Gantois. Et lisez La saga des Louis, Bernard Gantois, chez Via Romana. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoine, nous avons invité notre spécialiste Françoise Monestier. Bonjour Françoise. Bonjour Anne. Grand événement dans le Landerneau parisien. C'est le 10e anniversaire du musée du Quai Branly, musée des arts primitifs, et est inaugurée une exposition en l'honneur de Jacques Chirac. Oui. Pourquoi ?
Jean-Jacques Ayagon, qui est le commissaire de cette exposition sur laquelle il travaille, je crois, il travaillait depuis 3 ans, a organisé, en réalité, c'est une panthéonisation de Chirac, panthéonisation ante-mortem, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on peut voir dans un musée, on voit dans ce musée un parcours politique ou militant de ce qu'a pu faire Jacques Chirac. Il n'a rien à faire là. Rien à faire là. Et à mon avis, enfin, ce que l'on peut retirer de cette exposition, alors les points forts de l'exposition, c'est le discours de juillet 96 sur le Veldiv et l'accusation faite par Jacques Chirac que le gouvernement de Vichy était responsable de la déportation des Juifs. Et qu'il n'y a pas de loi morale de la loi républicaine. Premier. Ensuite, des références à Jean-Marie Djibaou, des références au combat qu'a toujours mené Jacques Chirac, combat qui tourne autour des arts premiers, des peuples qui ont été colonisés par les vilains colonisateurs. Oui. Mais avant tout, je voudrais citer une phrase de Jacques Chirac, son discours d'inauguration du musée du Quai Branly en 2006. Et là, on est en plein ethnomasochisme. En effet, Chirac déclarait « Il était nécessaire d'imaginer un lieu original qui rende justice à l'infinie diversité des cultures, qui rende hommage à des peuples auxquels, au fil des âges, l'histoire a trop souvent fait violence. Peuples brutalisés, exterminés par des conquérants avides et brutaux, peuple aujourd'hui encore souvent marginalisé, fragilisé, menacé par l'inexorable avancée de la modernité, peuple qui veulent voir leur dignité retrouvée et reconnue. Ah oui, Je pense que dans cette phrase, tout est dit. Tout est dit, oui, tout est dit. Oui. Tout est dit. Donc, c'est encore une fois, alors, comme ça a été le cas récemment avec le musée le musée d'architecture et du patrimoine au Trocadéro et au musée Pompidou, on détourne le musée vers des motifs politiques. Et on assène une propagande. Et quelque chose qui doit être une vérité de toute éternité. Mais j'en reviens à l'histoire du musée du Quai Branly. Je voudrais revenir sur cette phrase de Jacques Chirac qu'il faut absolument contrer dès le départ, parce que aucun colon français n'a massacré de mosquées, ni n'a eu de gestes sacrilèges envers la religion islamique. Les Espagnols n'ont pas massacré le Machu Picchu, ils n'ont pas massacré Cusco, ils n'ont pas massacré, enfin je veux dire, ils ont pris l'or, ça c'est évident, mais ils n'ont pas. Donc c'est absolument étonnant. Par contre, les sacrilèges bien connus, il y a 2 catégories de sacrilèges bien connus d'iconoclastes. L'iconoclasme protestant qui a massacré un nombre infini de chapelles, de calvaires, d'autels, razziant tous les... Il y a un historien allemand qui a dit en Allemagne, les protestants ont tellement jeté dans les rivières d'objets sacrés, de calices, de ciboires, de machin, qu'on pouvait traverser à gué les rivières. J'ai trouvé ce document-là qui n'a pas été inventé. Donc l'iconoclasme protestant et l'iconoclasme révolutionnaire, bien sûr, qu'on appelle républicain. Mais on n'a pas apporté la responsabilité de ces 2 catégories de personnes. Iconoclasme qui s'est quand même doublé d'assassinats, de meurtres, Alors c'est quand même curieux. D'exactions diverses et variées. En fait, il se dénonce lui-même. De décapitation. Mais lui, le républicain, personne d'autre. On n'a pas à assumer cette culpabilité qui est la sienne. Oui, alors Jacques Chirac, pour en revenir au musée du Quai Branly, Jacques Chirac avait eu envie dès le début de son quinquennat, voulait
de toute façon un musée, alors pas un musée des arts premiers ou des arts primitifs, puisque ces termes ne lui convenaient pas, et il était en cela aidé par un marchand d'art qui est doublé d'un aventurier qui s'appelait Jacques Kershach, et il l'avait rencontré lors d'un déplacement à l'île Maurice en 1992, si mes souvenirs sont bons, et ce marchand d'art africain qui spéculait sur l'art du même nom, a réussi à persuader Chirac, ou peut-être même, que dire, à l'ensorceler, en lui vendant ce projet. Et dès lors, il y a eu quand même, à l'actif de Jacques Chirac, le démantèlement de 2 musées. Je pense au musée des arts africains et océanien, oui. Et au musée, et je pense aussi au musée de l'Homme. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que des gens comme André Langanet ou Henri de Lomelay, qui étaient pour l'un directeur du musée d'histoire naturelle et pour André Langanet responsable du département d'anthropologie du même musée de l'Homme, avait vivement protesté contre le démantèlement de ce musée qui était riche, qui était une vraie richesse. La plupart des objets, la plupart des richesses de ce musée ont atterri dans les sous-sols du musée du Quai Branly, et où malheureusement une inondation qui s'est produite, je crois, en 1996, a détruit un nombre de collections inestimables. Et Kershach en a profité pour acheter, au nom du musée, quantité d'objets qui étaient soi-disant des objets très anciens, et il paraîtrait qu'en réalité, ces objets n'étaient pas si anciens que ça. Mais je pense qu'il faudrait aussi citer le nom d'un homme qui a écrit un livre remarquable sur l'escroquerie, entre guillemets, du musée du Quai Branly. Cet homme s'appelle Bernard Dupeigne, et il avait publié en 2006 Le scandale des arts premiers, consacré à la véritable histoire du musée du Quai Branly, publié aux éditions 1001 Nuits. Évidemment, ce livre, je l'avais lu à l'époque, il n'avait évidemment fait l'objet de pratiquement aucune publicité ou aucun article dans la presse de l'établissement. Et en réalité, il dénonçait d'une part les procédés utilisés par Kershach, et en même temps, il déplorait la façon dont Jacques Chirac s'était emparé de ces musées, entre guillemets. C'est très, très... C'est absolument dingue. C'est un cas d'école, en fait. C'est un cas d'école. Et évidemment, Jacques Kershach est mort quelques années avant l'inauguration du musée du Quai Branly. Et évidemment, à sa mort, Jacques Chirac s'est empressé de demander que sa veuve fasse partie du conseil d'administration du musée du même métal. Bien sûr. Alors, moi, quelque chose m'étonne aussi, c'est que ces bons républicains manipulent des objets dont ils ignorent absolument tout, et d'abord la fonction sacrée. Parce que ce sont bien sûr. Tous des objets sacrés. Les masques ont une fonction sacrée, les totems, tout. Donc ils manipulent quelque chose dont ils ne se rendent absolument pas compte de la portée, en fait. Oui, et alors on a beaucoup dit, tout le monde parle de la fascination de Jacques Chirac pour le Japon. Oui. Je crois effectivement qu'il aime beaucoup cette civilisation, mais encore faut-il ne pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger la civilisation japonaise, qui est une civilisation parfaite, avec des civilisations premières. Différentes. Tout à fait différentes. Mais oui, en fait, c'est tout sauf la civilisation française, la civilisation européenne. C'est tout sauf la civilisation européenne. Et dans un récent entretien consacré à ce fameux musée, Jean-Jacques Ayagon a rappelé que son ancien patron, puisqu'il a travaillé avec lui quand... C'est Jacques Chirac qui l'a installé... C'est Jacques Chirac qui l'a installé... À Versailles. À Versailles, oui. Et Jean-Jacques Ayagon rappelle les parcours...
culturel de Jacques Chirac, et surtout son amour des arts premiers, son amour de toutes ces civilisations entre guillemets. Ce qui est amusant. Alors il rappelle aussi, que dans cet hommage à Jacques Chirac, on peut voir la référence à un geste symbolique qu'a eu Jacques Chirac en 2003, quand au cours d'un voyage en Algérie, il a restitué à Bouteflika le sceau du dé d'Alger qu'à l'époque, qui avait été terminé aux Français à l'époque en 1830. Donc encore une soumission à l'Algérie. Et un acte qui ne se justifie pas, qui ne se justifie en aucune manière. Alors, ce qui est amusant aussi, c'était la bataille sur la dénomination art primitif ou art premier. Ou art premier, oui. On n'a jamais été choqué de parler de la peinture primitive italienne. Oui, ou des primitifs flamands. Des primitifs flamands, ça a toujours été absolument fabuleux. Mais pour l'art africain, il ne fallait pas employer primitif. Non, il ne fallait employer ni art premier ni art primitif. En définitive, ils ont adopté la dénomination musée du Quai Branly. Bon. Et en même temps, quand on se promène dans ce musée, et là, ça a été une volonté de l'architecte de Jean Nouvel, évidemment appuyé par Jacques Chirac, c'est qu'il n'y a pas de... les salles sont de plein accès, sans mur, sans rien, sans frontières, sans marquage, c'est cette volonté d'un monde universel, sans une toile cirée, sans surtout la moindre trace de frontières. Et ça, c'est quand même important actuellement dans le combat que nous devrions mener en France, je pense. Non, mais c'est hallucinant, cette volonté, alors que les musées français et que le musée des arts et des traditions populaires a été fermé, que toutes ces collections qui étaient richissimes ont été mises dans des caisses. Ont été mises dans des caisses, bahutées à Marseille au Mucem. Dans un musée, alors il y a deux musées au Mucem. Il y a le Mucem sur la mer, et il y a derrière la gare Saint-Charles un autre musée qui fait office de réserve. Et on peut visiter sur demande les réserves le lundi entre 2 et 3 et le mardi entre 3 et 4. C'est-à-dire aucun accès. Il y a plus rien n'est exposé. Donc mais la disparition du musée des arts et traditions populaires fait partie de l'œuvre entre guillemets de Jacques Chirac. C'est quand même hallucinant. Et croyez-moi, chers téléspectateurs, je suis celle qui a le plus... J'ai recherché l'art africain, j'ai travaillé en Afrique, j'ai rapporté de très belles sculptures africaines, notamment ces gazelles qui portent avec toutes leurs ramures et leurs enfants sur le dos. C'est une image de la maternité, ou les statuettes à Chantilly pour la fécondité. Bon, c'était très joli. À Chicago, j'ai voulu aller voir le musée des arts africains. On m'a dit non, c'est quand même pas dans un très bon quartier, vous ne devriez pas y aller. Enfin, donc, j'ai toujours fait preuve de vouloir découvrir cet art africain. Mais fermer le musée des arts et traditions populaires françaises pour donner tout l'argent à l'art africain, là, je dis, c'est quand même bien dommage. Oui, en restant modéré. C'est d'autant plus dommage qu'en même temps, il y a un musée près de l'avenue Victor Hugo consacré à l'art africain, qui est un musée magnifique à Paris. Et qui est où? Le musée Draper. Ah oui, le musée Draper, oui, vous avez raison. C'est un musée magnifique. Oui. Mais dans ce musée du Quai Branly, c'est plutôt un amoncellement de choses, d'objets, et surtout, il n'y a aucune conservation et aucune référence de ce qui avait été fait au musée de l'Homme et au musée des Arts océaniens, qui était un musée magnifique. Et le musée de l'Homme, alors il est vrai aussi à l'époque que Claude Lévi-Strauss s'était un petit peu enthousiasmé pour cette création du musée du Quai Branly,
sans savoir ce qui finalement... que ça allait devenir un outil de propagande. Oui. Et évidemment, pour Jacques Chirac et pour M. Kershach, Claude Lévi-Strauss a été une aide un allié magnifique. Mais je pense qu'à la fin, d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss avait peut-être changé d'opinion et il écrivait voir Rameau, écouter Rameau, lire Diderot et regarder un instant. Oui, il faut trouver cette citation parce qu'elle est Il faut trouver ces situations. Elle est magnifique. Il rendait hommage au XVIIIe siècle et regardez Poussin. Et regardez Poussin. Il rendait hommage au XVIIIe siècle dans toute sa splendeur. Et à la fin de sa vie, il refusait même d'aller à l'opéra car il déplorait le poids intolérable d'une mise en scène et de décor qui insulte à la fois le poème et la musique. Tout cela, évidemment, à l'opposé de ce que nous voyons dans ce musée intitulé Jacques Chirac. Merci beaucoup, Merci Anne de m'avoir reçu. Mais c'est normal, il y avait un musée Pompidou, il y avait le musée Giscard d'Estaing. Non, il n'y a pas eu de musée Giscard d'Estaing, je suis désolée, car c'est le musée du Quai d'Orsay qui ne s'est jamais appelé musée Giscard d'Estaing, alors qu'à la limite, il aurait pu s'appeler Giscard d'Estaing, dans la mesure où ça a été une très belle réalisation. Absolument. Et c'était une véritable réussite. Mais chacun veut son... Le musée du Quai d'Orsay a été une réussite. C'est vrai, vous avez raison. Mais chacun veut quand même créer son musée, c'est une petite manie présidentielle. Alors attendons le musée Hollande. Merci beaucoup, vous reviendrez nous en parler. Oui. Merci beaucoup Françoise Monestier, amie de TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Parle de Culture.